La première fois, il ne s'agissait que de 100 $. Ma mère pensait les avoir égarés. Ils étaient dans son portefeuille le matin, et au moment où nous débarrassions les assiettes après le dîner du dimanche, ils avaient disparu. Elle l'a mentionné avec légèreté, comme si ce n'était pas grave. Mais la façon dont ses yeux ont parcouru la pièce disait le contraire. Personne n'a rien dit. Nous avons tous simplement acquiescé, changé de sujet et passé à autre chose. La deuxième fois, 300 $ ont disparu du tiroir du bureau de papa. C'était plus difficile à ignorer. Il fermait toujours ce tiroir à clé, et seule la famille avait accès à la maison. Toujours pas d'accusation, juste un silence malaisant qui planait dans l'air la fois suivante où nous nous sommes tous assis pour dîner. La troisième fois, c'est là que les choses sont devenues bizarres, 500 $ disparus du sac à main de ma sœur Lorraine. Elle a dit qu'il s'était volatilisé pendant qu'elle était en haut pour changer le bébé. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais ses yeux se sont tournés vers moi et mon fils, Mason. C'est là que j'ai su que quelque chose avait changé. Mason a 11 ans, il est intelligent, calme, il aime le dessin et les jeux vidéo. Nous passons beaucoup de temps chez mes parents. Après mon divorce, ils ont commencé à m'aider pour les courses, les frais de scolarité et parfois le loyer. Ce n'était jamais dit à voix haute, mais je savais que Lorraine le regrettait. Son mari, Case, le regrettait encore plus. Après ce troisième incident, mon père a acheté un coffre-fort, un de ces modèles lourds et ignifuges que l'on boulonne au mur, avec un clavier numérique. Il l'a installé derrière une étagère dans son bureau. Il m'a dit qu'il n'avait donné le code qu'à maman, Lorraine et Case. Pas à moi, pas à Mason. Ça ne m'a pas dérangé. Je voulais juste que le drame cesse, mais ça n'a pas été le cas. L'argent a continué de disparaître. Au début, de petites sommes, puis de plus grandes. 2000 $ à un moment donné. Et puis, la semaine dernière, 10 000 $ envolés d'un coup. Que des billets de 100, propres. Aucun signe d'effraction, rien ne manquait dans la maison, sauf l'argent liquide. Ce soir-là, personne n'a touché à sa nourriture. On entendait le cliquetis des fourchettes, les gorgées de boisson, juste pour combler le silence. Papa n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Maman levait à peine les yeux. Mason se contentait de picorer sa purée de pommes de terre. Lorraine et Case étaient silencieux comme des tombes, ne faisant même plus semblant. Et puis hier, tout a explosé. Nous étions assis dans le salon. Le bébé faisait la sieste à l'étage. La télévision diffusait une émission de cuisine quelconque en arrière-plan. J'aidais maman à trier le courrier. Papa était allé dans son bureau pour vérifier quelque chose dans le coffre-fort. Et puis maman s'est tournée vers moi et l'a dit, « Ton gamin a pris les 10 000 $ manquants dans le coffre-fort. » Juste comme ça. Pas d'avertissement, pas de préparation. Elle l'a dit comme si c'était un fait. Tout s'est arrêté. Mason venait d'entrer du jardin. Il s'est figé comme si quelqu'un avait coupé l'oxygène dans la pièce. Puis Lorraine s'est jetée dans la bataille. Nous l'avons vu près du bureau 2 fois. Il te regardait ouvrir le coffre-fort, maman. Ne fais pas semblant d'être surprise. Personne n'a bougé. Case gardait les yeux fixés sur la télévision comme s'il n'entendait rien. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas défendu. Je n'ai pas dit un mot. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une petite clé USB argentée. Je l'ai posée au milieu de la table basse et je leur ai dit que c'était un enregistrement. Le mois dernier, une caméra à détection de mouvement avait été installée au plafond du bureau de papa, cachée à l'intérieur d'un faux détecteur de fumée. Avec la permission de papa, c'est lui qui l'avait suggéré, en fait. Après le deuxième grand vol, il ne savait plus à qui faire confiance. Chaque fois que la porte du bureau s'ouvrait, elle enregistrait. Chaque fois que quelqu'un touchait le coffre-fort, elle enregistrait. Chaque nuit, les fichiers m'étaient envoyés par email. Papa a pris la clé et a disparu dans le bureau sans dire un mot. Je l'ai suivi. Lorraine s'est levée, a hésité, puis s'est rassis. Case n'a pas bougé. Mason avait l'air terrifié. Je lui ai dit d'attendre. Papa l'a branché sur l'ordinateur. Le fichier portait la date exacte à laquelle les 10 000 $ avaient disparu. 5 minutes après le début de l'enregistrement, c'était évident. La caméra l'a surpris entrant dans le bureau à 2h14 du matin, composant le code du coffre-fort, prenant les liasses de billets de 100 et les fourrant dans un sac de sport noir. Propre et comme s'il l'avait déjà fait.
J'ai entendu le plancher craquer derrière moi et je me suis retourné. Case se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle comme un linge. Il n'a pas dit un mot, s'est simplement retourné et a franchi la porte d'entrée. Case n'est pas rentré à la maison ce soir-là. Après la diffusion de l'enregistrement, il est juste sorti. Pas de veste, pas d'explication, pas d'excuse. La porte s'est refermée derrière lui, et le bruit s'est répercuté dans toute la maison comme un coup de feu. Lorraine est restée là, figée, tenant son téléphone comme s'il pouvait lui dire quoi faire. Maman a marmonné quelque chose à propos du bébé à l'étage et a disparu. Papa est resté rivé à l'écran, repassant la vidéo, incrédule. Mason s'est calmé. Je l'ai bordé plus tard dans la chambre d'amis, et il s'est endormi en serrant son ours en peluche comme il le faisait quand il était petit et qu'il avait peur des orages. Quand je suis redescendu, la seule lumière provenait de l'écran de l'ordinateur. Papa était assis là, fixant une image figée, la main de Case atteignant le coffre-fort, son visage parfaitement pris dans le coin de la photo. Je pouvais voir le reflet de papa dans l'écran. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Il a demandé depuis combien de temps la caméra était installée. Je lui ai dit depuis août. Je l'avais installée un après-midi pendant que tout le monde était sorti. Maman avait emmené Mason au parc. Lorraine avait son contrôle prénatal, et Case était censé travailler tard. Papa était le seul à le savoir. Nous étions d'accord sur le fait que nous avions besoin de preuves, d'une manière ou d'une autre. Papa a simplement acquiescé et n'a rien dit d'autre. Le lendemain matin, la voiture de Case avait disparu. Son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Lorraine était assise à la table de la cuisine en robe de chambre, faisant défiler ses messages encore et encore. Ses yeux étaient rouges et bouffis. Elle ne m'a pas regardé jusqu'à ce que je pose une tasse de café devant elle. Elle m'a demandé si j'étais fier de moi. Elle a dit que je n'avais pas besoin de le piéger comme ça. Piéger, c'est le mot qu'elle a utilisé. Je lui ai dit que je n'avais piégé personne. L'enregistrement montrait juste la vérité. Elle n'a pas répondu, mais je pouvais dire qu'elle ne le croyait pas encore. Papa nous a appelés dans la salle à manger vers midi. Il avait l'air épuisé. La table était recouverte d'impressions, d'images tirées de l'enregistrement, d'horodatage, même d'une photo où le tatouage de Case était visible alors qu'il saisissait l'enveloppe d'argent liquide. Il les a disposées comme des preuves dans une salle d'audience. Maman ne voulait pas regarder les photos. Elle est restée assise là, se frottant les tempes. Papa a dit qu'il n'allait pas appeler la police, pas encore. Mais Case, c'était fini. Plus d'aide, plus d'accès au coffre-fort, plus de comptes communs, rien. Il allait protéger la famille en premier. Puis il s'est tourné vers Lorraine et lui a dit qu'elle devait décider où était sa loyauté. Lorraine n'a pas répondu. Elle a juste regardé Mason, puis moi, puis de nouveau les papiers. Ce soir-là, Case ne s'est toujours pas montré. Le lendemain matin, la carte de débit de Lorraine a été refusée lors de l'achat de couches. Quand elle a vérifié le compte, tout avait disparu. Case l'avait vidé les économies, le compte courant, tout. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé. Elle était assise dans le couloir, tenant son téléphone, murmurant son nom encore et encore comme si le fait de le dire suffisamment de fois le ferait revenir. Le soir venu, elle est finalement venue dans ma chambre. Elle a demandé à voir tous les enregistrements, chaque fichier. Je n'ai pas discuté. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur portable et je l'ai laissé regarder en silence. La pièce était si calme que le bruit de sa respiration semblait fort. À la moitié de la vidéo, elle a couvert sa bouche et a commencé à trembler. Ce n'était pas juste une nuit. Il l'avait fait 3 fois. Le même sac, la même routine. Elle n'avait pas voulu y croire, mais c'était là. Elle est partie sans rien dire. Plus tard, quand je suis allé voir comment elle allait, elle était allongée sur son lit, toujours habillée, le bébé endormi à côté d'elle. L'écran de son téléphone s'allumait toutes les quelques minutes avec des messages provenant de numéros inconnus, probablement les copains de jeu de Case ou ceux à qui il devait de l'argent. 2 jours plus tard, elle a demandé le divorce. Maman a pleuré quand elle l'a appris. Papa, non. Il a juste dit qu'il aurait dû faire confiance à son instinct plus tôt. C'est là que j'ai appris autre chose, Case avait emprunté de l'argent à papa un mois avant que tout cela ne commence $10 000. Il a dit que c'était pour un investissement à court terme. Papa n'a plus jamais revu un centime. Tout s'éclairait maintenant. L'argent qui disparaissait n'était pas aléatoire.
Case volait pour couvrir ses dettes, essayant de compenser ce qu'il avait perdu au casino. Lorraine ne m'a pas parlé pendant un certain temps après cela, mais quand elle l'a finalement fait, elle a prononcé les mots que j'attendais, tu avais raison. Puis elle m'a parlé du dernier texto qu'il lui avait envoyé, dis à ta sœur qu'elle a gagné. Il l'a bloqué juste après. Case a disparu sans laisser de traces. Personne n'a prononcé le mot fuit, mais c'est ce que c'était. Il a fui ses responsabilités, Lorraine, le gâchis qu'il avait fait. Je ne pense pas qu'il ait jamais pensé se faire prendre, et je ne pense certainement pas qu'il s'attendait à ce que ce soit moi qui le fasse. Après ce dernier texto, dis à ta sœur qu'elle a gagné, son numéro a cessé de fonctionner. Son Instagram s'est éteint. Son nom a disparu des forums de poker en ligne que papa a trouvé quand il a commencé à creuser. C'était comme s'il s'était nettoyé et avait disparu sous terre. Lorraine a été prise dans une spirale pendant environ 3 jours. Elle pleurait par crise, comme si ça lui arrivait de nouveau toutes les heures. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne comprenait pas, qu'elle savait que les choses allaient mal, mais pas à ce point, qu'elle l'avait aimé, qu'il avait tenu leur bébé la veille au soir comme si de rien n'était. Puis, tout aussi soudainement, les pleurs ont cessé. Elle est devenue froide, concentrée. Je l'ai vue changer en temps réel. Elle est retournée dans son ancienne chambre. Elle a refusé toutes les offres d'aide. Elle a commencé à tout faire elle-même, les couches, les repas, la lessive, la recherche d'emploi. Elle n'était plus en colère, pas à voix haute. Elle a juste cessé de laisser quiconque s'approcher suffisamment pour la réconforter. Maman a géré la situation en faisant semblant que rien ne s'était passé. Elle a refusé de parler de l'enregistrement, a changé de sujet à chaque fois que le nom de Case était mentionné. Elle appelait ça une mauvaise passe, comme s'il avait cassé une lampe au lieu de voler 10 000 $ et d'abandonner sa femme et son bébé. La seule personne qui semblait gérer la situation de front était papa. Un matin, je l'ai trouvé à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, des papiers éparpillés. Il était au téléphone avec son avocat, calme mais ferme. Il coupait Case de tout, assurance, testament, procuration, fiducie familiale disparue, effacée. Quand il a raccroché, il m'a regardé et a dit, il nous a tous utilisés. Je l'ai laissé faire. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste acquiescé. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste notre nom de famille griffonné au centre de l'enveloppe de l'écriture de Case. À l'intérieur, il y avait un mot qui disait « J'ai essayé ». J'ai vraiment essayé. Pas d'explication, pas d'excuse, juste un reçu d'hôtel quelque part près de Reno. Il n'y avait pas de numéro de chambre, juste une date 2 jours après son départ. Lorraine l'a vu et n'a même pas bronché. Elle l'a remis à papa et s'est éloignée comme si c'était une liste de courses. Je lui ai demandé plus tard si elle voulait en parler. Elle a dit, qu'y a-t-il à dire de plus? Après cela, elle a commencé à tailler des gens de sa vie comme des branches mortes, tous ceux qui avaient remis Mason en question, tous ceux qui avaient fait des commentaires désobligeants sur moi, tous ceux qui la traitaient comme si elle était pathétique d'être restée avec Case aussi longtemps disparue. J'ai commencé à remarquer comment de petites choses changeaient aussi. Mason ne voulait plus monter à l'étage seul. Il a complètement cessé de parler de Case. Même quand je l'ai amené doucement, il a changé de sujet. Il était toujours gentil, toujours lui-même, mais plus calme maintenant. Je savais ce que cela signifiait. J'ai dit à papa que je pensais à faire suivre une thérapie à Mason. Il a dit que c'était une bonne idée. Puis il s'est arrêté, a enlevé ses lunettes et a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il a dit, j'ai pensé que ça pouvait être lui. Je n'ai pas compris au début. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, quand l'argent a commencé à disparaître, j'ai regardé Mason différemment. Je me déteste pour ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé ça en suspens parce que cette vérité faisait mal, mais elle comptait aussi. Et pour être honnête, je l'avais ressenti aussi dans la façon dont maman vérifiait 3 fois son sac à main quand Mason était dans les parages, dans la façon dont Lorraine le regardait quand quelque chose disparaissait. Aucun d'eux ne l'a dit, mais ils l'ont pensé. Ils pensaient que mon fils était un voleur. Quelques soirs plus tard, Lorraine a demandé à emmener Mason au parc, juste elle et lui. Elle n'a pas dit pourquoi. Quand ils sont revenus, elle lui a remis un sac avec 3 pots de glace, chocolat, mangue pépite, et le parfum mangue bizarre qu'il aime, et m'a dit qu'il les avait choisis. Quand Mason est allé à la cuisine, elle m'a regardé et a dit, je suis désolé. Et je l'ai cru. La vie n'est pas redevenue normale après cela.
Mais elle a commencé à se remodeler. Des matins calmes, moins de disputes, même des dîners sans silence gênant. Nous étions encore brisés à certains endroits, mais on avait l'impression de recoller les morceaux lentement. Case était toujours parti, et honnêtement, aucun de nous ne le voulait de retour. En octobre, la maison était plus calme, le genre de calme qui suit une tempête instable, mais paisible. Nous évitions toujours le sujet de Case. Personne ne prononçait son nom. C'était comme si nous l'avions effacé de l'air. Lorraine s'est installée dans la maternité célibataire comme si elle s'y était préparée depuis toujours. Elle était forte, plus vive qu'avant, mais plus douce avec Mason. Maman planait toujours autour de Mason, comme si elle essayait de compenser chaque regard de travers qu'elle lui avait jamais lancé. Papa restait occupé à réparer des choses, des poignées de porte, des volets, le portail. Comme si le fait de garder ses mains en mouvement pouvait empêcher son esprit de s'attarder sur tout ce qui avait mal tourné. Nous n'étions pas guéris, mais nous tenions le coup. Puis, papa a suggéré le dîner. Il a dit qu'il nous fallait une soirée pour nous recentrer, quelque chose qui n'était pas une gestion de crise ou des silences passifs-agressifs, juste un repas de famille. Pas de fantômes à table. Il a choisi un dimanche, comme ceux que nous avions l'habitude d'avoir, et a dit à maman de se surpasser. Et elle l'a fait, poulet rôti, pommes de terre gratinées 2 fois, le pain que Mason aimait. Elle a même sorti la bouteille de vin poussiéreuse qu'elle gardait depuis 2009. Mason l'a aidé à mettre la table. Lorraine a habillé le bébé d'un pyjama avec de petites étoiles dorées. Papa portait sa vieille montre. C'était surréaliste. Nous avons ri plus que je ne l'aurais pensé. Lorraine et moi avons plaisanté sur de vieilles vacances en famille. Mason a dit une bêtise sur le fait que le front du bébé ressemblait à celui de Case, et nous nous sommes tous figés, puis avons éclaté de rire. C'était le genre de blague que l'on ne fait que lorsque quelque chose d'horrible a enfin cessé de faire mal. Puis papa s'est levé et a sorti une petite boîte en bois. C'est en retard, a-t-il dit, devant Mason et moi. À l'intérieur, il y avait un chèque de $10 000. Je l'ai juste fixé du regard. Il a dit que ce n'était pas un remboursement. C'était une déclaration qu'ils avaient manqué à Mason en doutant de lui, et c'était une façon de montrer qu'il le voyait, qu'il l'assumait. Lorraine avait l'air d'être malade. Puis elle s'est levée avec son verre et a dit qu'elle avait quelque chose à avouer. J'ai dit à maman que je pensais que c'était Mason, a-t-elle dit, des semaines avant que les $10 000 ne disparaissent. Je n'avais rien vu. Je l'ai juste dit parce que c'était plus facile que de penser que cela pouvait être quelqu'un d'autre. Tout le monde s'est tu. Mason n'a même pas levé les yeux de son assiette quand il a dit « Je savais ». Cela a brisé la pièce pendant une seconde. Lorraine s'est rassise et a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas seulement laissé Case nous voler. Elle l'avait laissé voler notre confiance aussi. Elle m'a regardé, puis a regardé papa, et a dit qu'elle avait eu trop peur d'affronter la vérité à l'époque, et que cette peur lui avait tout coûté. J'étais sur le point de répondre quand maman s'est levée et a jeté un coup d'œil par la fenêtre vers la rue. Elle s'est arrêtée en plein mouvement. « Il y a quelqu'un dehors », a-t-elle dit. Nous nous sommes tous retournés. Papa est allé à la porte et l'a ouverte. Et là, debout sous le porche comme s'il n'était jamais parti, il y avait Case. Mais il n'était plus le même. Il ressemblait à un homme qui avait vécu dans sa voiture. Son visage était tiré, sa peau jaunâtre, ses vêtements froissés et amples. Il avait un sac de sport noir suspendu à une épaule, une basket cassée avec un trou dans le bout. Il n'a pas parlé, n'a pas fait de signe, il a juste regardé la maison comme s'il essayait de décider si elle était encore réelle. Lorraine s'est figée. Mason s'est tenu derrière moi. Case n'a pas essayé de s'approcher. Il a sorti quelque chose de la poche de son manteau, a marché à mi-chemin de l'allée et l'a déposé sur le paillasson. Puis il s'est retourné et est parti. Pas de mots, pas d'explication. Papa a attendu qu'il soit parti, puis a ramassé l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un désordre, des jetons de casino, des reçus de prêteurs sur gage, des reçus de retrait, je l'utilise l'écrit sur des serviettes de bar, et une carte clé d'hôtel. Mais il y avait une chose qui nous a glacés. Le reçu de prêteur sur gage était pour l'alliance de Lorraine, celle qu'elle avait cachée au fond de son placard après la séparation, celle dont elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle avait disparu. Il a dû revenir à la maison à un moment donné pendant que nous étions sortis. Lorraine est devenue blanche. Aucun de nous n'a dormi cette nuit-là. Personne n'a dit un mot le lendemain matin. Ni pendant le petit déjeuner, ni pendant que papa lisait le journal qu'il ne lisait pas vraiment,
ni pendant que Lorraine préparait le sac à couches du bébé pour une promenade qu'elle n'a finalement pas faite. Même Mason semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Il est resté près de moi, observant tout le monde comme s'il attendait que quelque chose explose. L'enveloppe que Case avait laissée sur le porche était toujours posée sur le comptoir, non ouverte. Ce n'est qu'après le déjeuner que papa l'a finalement ramassée, l'a ouverte et a commencé à étaler les choses sur la table de la salle à manger. Cela ressemblait d'abord à des déchets, des reçus pliés, une carte clé, une serviette en papier froissé. Mais ce n'était pas le cas. C'était une carte routière de sa chute. Des reçus de casino d'au moins 4 États différents. Des centaines, parfois des milliers de dollars dépensés en quelques heures. Un reçu de prêteur sur gage pour une Rolex qui ne lui appartenait pas. 2 reçus de virement à des noms qu'aucun de nous n'a reconnus, dont un de 4 000 $ envoyé il y a seulement 10 jours. Et près du bas de la pile, le reçu de prêteur sur gage pour l'alliance de Lorraine. Celui-là a frappé comme un coup de marteau. Elle est restée là à le regarder, silencieuse. Elle n'avait pas porté l'alliance depuis la séparation, mais l'avait gardée cachée au fond de son placard, dans une boîte sous une pile de couvertures de bébé. Elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle avait disparu. Il était revenu dans la maison. Nous ne savions pas quand ni comment, mais il avait été à l'intérieur. Cela a tout changé. Papa a fait changer les serrures le soir même. Pas seulement de nouvelles clés, de nouvelles ferrures, des serrures à peine dormant, des caméras de sécurité ajoutées à l'avant et à l'arrière. J'ai observé Mason pendant que le serrurier perçait le cadre. Lorraine est restée dans sa chambre à nourrir le bébé, le téléphone en mode silencieux. Puis, ce soir-là, papa nous a appelés, Lorraine et moi, dans le bureau. Il a fermé la porte et a sorti un dossier. À l'intérieur, il y avait des documents juridiques, quelque chose que son avocat avait rédigé. Il s'agissait essentiellement d'une déclaration formelle selon laquelle Case devait être retiré de tous les liens familiaux, l'entreprise, le testament, l'assurance, tous les actifs financiers, les droits d'accès ou les désignations d'urgence, disparus. Papa a tendu un stylo à Lorraine et a dit, c'est permanent. Elle n'a pas hésité. Elle a signé sans le lire. Puis elle a regardé papa et a dit, assurez-vous qu'il ne s'approche jamais de notre fils. Il a hoché la tête une fois. Le reste d'entre nous a fait de même. Même maman, qui traînait les pieds émotionnellement dans tout cela, est finalement sortie de sa torpeur. Elle est entrée dans le bureau sans qu'on le lui demande et a dit à papa qu'elle voulait que son compte soit sécurisé également, tout. Elle ne voulait pas découvrir dans 5 ans que Case avait utilisé son numéro de sécurité sociale pour ouvrir une ligne de crédit dans l'Ohio. C'était la première fois que je voyais maman en colère, pas triste, pas ébranlée, en colère. Ce soir-là, Lorraine est venue dans ma chambre après que Mason se soit couché. Elle s'est assise sur le sol à côté du panier à linge, me regardant plier ses chemises. Elle a dit, je pense qu'il va bientôt mourir. Elle l'a dit comme une affirmation, pas une peur. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Elle a continué, pas parce que je le veux, mais parce que je pense qu'il le veut. C'est le genre de choses qu'on ne dit pas à voix haute à moins de savoir déjà que c'est vrai. 2 mois se sont écoulés. Pas de nouvelles de Case. Pas de SMS, pas d'observation, plus d'enveloppe. Noël est venu et reparti. Nous avons essayé de faire en sorte que ce soit normal, lumière, sapin, cadeau. Mason a reçu un carnet de croquis de papa, et Lorraine l'a surpris avec un ensemble de marqueurs qui n'étaient pas bon marché. C'était probablement le premier vrai sourire que j'avais vu sur son visage depuis des semaines. Puis, 2 jours après le Nouvel An, l'appel est arrivé. C'était un numéro du Nevada. Papa a répondu. C'était un policier de Reno. Ils ont trouvé Case dans un motel, overdose, seul. Pas de pièce d'identité, pas de portefeuille, juste un téléphone cassé avec un message non envoyé ouvert à l'écran, je pensais pouvoir arranger ça. Lorraine n'a pas pleuré. Elle s'est juste assise sur le canapé avec le bébé et a fixé le sol. Nous l'avons enterré une semaine plus tard lors d'une cérémonie discrète, juste nous. Pas de photos, pas de discours, pas de musique. Le genre d'adieu qui survient quand quelqu'un a brûlé tous les ponts avant de partir. Nous avons enterré Case un jeudi. Le ciel était d'un gris terne. Il n'y avait pas de musique, pas de diaporama, pas de foule de personnes en deuil, juste 5 d'entre nous debout en manteau, respirant dans le froid, un cercueil fermé, une pierre tombale tordue et une courte lecture par un prêtre qui ne l'avait clairement jamais rencontré. Même la terre semblait réticente à tomber. Lorraine a tenu le bébé tout le temps,
calme et sans expression, pas engourdi, juste fini. C'était comme si le deuil s'était produit il y a longtemps, et qu'il ne s'agissait plus que de paperasse. Il n'y a pas eu de réception. Personne n'a demandé de fleurs. Personne n'a rien publié en ligne. Nous sommes remontés dans nos voitures et sommes rentrés chez nous sans dire un mot. Mais le silence ne signifiait pas la paix, pas vraiment. La maison est restée immobile pendant des jours. Pas de musique de fond, pas de télévision. Même Mason parlait plus doucement, comme si le volume de la maison avait baissé et qu'aucun de nous ne voulait le perturber. Puis, une nuit, je me suis réveillé au son de quelque chose qui s'écrasait. J'ai trouvé Lorraine dans le garage tenant un cadre brisé dans une main, un sac poubelle dans l'autre, de vieilles photos de mariage, des cartes d'anniversaire de Case, sa veste de costume. Elle jetait tout, pièce par pièce. Elle m'a regardé une seconde, puis a continué. Je ne l'ai pas arrêtée. Après cela, les choses ont commencé à changer. Elle n'allait pas soudainement bien. Le deuil ne fonctionne pas comme ça. Mais elle se remettait en mouvement, se levait, préparait le petit déjeuner, rappelait les gens. Elle a même emmené le bébé à un groupe de mamans à la bibliothèque et est rentrée à la maison avec un dessin qu'il avait griffonné sur du papier de construction et l'a collé au réfrigérateur comme si c'était un chef-d'œuvre. Papa a recommencé à travailler dans le garage, à réparer sa vieille moto. Maman cuisinait plus que d'habitude. Mason a demandé si nous pouvions cesser d'utiliser la chambre d'amis et l'appeler simplement sa chambre. J'ai pris toutes ces choses comme de petites victoires. Puis, quelques semaines plus tard, Lorraine m'a demandé si je pouvais l'accompagner pour visiter un appartement, un 2 pièces à l'étage, sans ascenseur. Elle n'a pas souri en le visitant, mais elle n'avait pas l'air effrayée non plus. Je crois que je veux celui-ci, a-t-elle dit, fixant la petite fenêtre de la cuisine. Elle a signé le bail cet après-midi-là. Ce soir-là, autour de pizza et d'assiettes en carton, nous avons eu notre premier vrai dîner de famille depuis la mort de Case. Pas de tension, pas de culpabilité, juste des rires silencieux, Mason mâchant la bouche ouverte, le bébé jetant des croûtes sur le sol. C'était presque normal. Et juste au moment où je pensais que nous avions terminé, que l'histoire était enfin finie, une lettre est arrivée, sans adresse de retour, oblitérée à Las Vegas. L'écriture était indubitable. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier ligné plié. Pas d'enveloppe à l'intérieur de l'enveloppe, juste le papier lui-même. Il disait, « Si ceci vous parvient, je suis probablement parti. Je ne veux rien. Je ne mérite rien, mais j'ai besoin que quelqu'un le sache. J'ai essayé. Je ne savais pas comment demander de l'aide. Je n'arrêtais pas de penser que je pouvais inverser la situation avant que vous ne le découvriez tous. J'aimais le bébé. Je suis désolé pour tout. Vous ne me devez pas de pardon. J'avais juste besoin que quelqu'un sache que je n'essayais pas de vous blesser. Je ne savais juste pas comment arrêter. Il n'y avait pas de nom signé au bas, juste une tache d'encre, comme s'il avait hésité puis s'était ravisé. Lorraine l'a lu 3 fois. Elle n'a pas pleuré. Elle ne l'a pas déchiré. Elle l'a plié soigneusement et l'a glissé dans son sac à main. Plus tard, pendant que nous faisions la vaisselle, elle a dit doucement, je le dirai au bébé un jour, pas tout, mais ce qu'était son père avant tout cela. J'ai hoché la tête. Elle a jeté un coup d'œil à Mason et a dit qu'il aimait toujours cette glace à la mangue. Toujours, ai-je dit. Il a souri pour la première fois depuis ce qui me semblait des mois. Il n'y a pas eu de fin dramatique, pas de clôture parfaite, juste la vie qui continue, un peu plus calme, un peu plus prudente, mais qui avance. Case n'est jamais revenu dans nos vies. Mais les dommages qu'il a laissés derrière lui nous ont tous appris quelque chose que nous n'avions pas vu venir, parfois, les pires choses sont celles qui font finalement remonter la vérité à la surface. Et à partir de là, si vous avez de la chance, vous pouvez reconstruire. La dernière mise à jour le printemps est arrivée discrètement, comme s'il ne voulait pas en faire toute une affaire. Les arbres à l'extérieur de la maison de mes parents ont recommencé à fleurir, et j'ai réalisé combien de temps il s'était écoulé depuis que l'un d'entre nous avait regardé par les fenêtres sans attendre que quelque chose tourne mal. L'appartement de Lorraine est devenu une deuxième maison plus vite que je ne l'aurais pensé. Il était petit, à peine assez de place pour elle et le bébé, mais elle l'a rendu chaleureux, confortable et sûr. Elle a trouvé un fauteuil de friperie, a peint elle-même le berceau, a même commencé à garder des plantes grasses sur le rebord de la fenêtre. Elle les a nommés d'après de vieux dessins animés que nous regardions quand nous étions enfants. Un samedi d'avril, elle nous a invités. Pas d'anniversaire, pas de vacances,
juste des pizzas et du vin bon marché et trop de jouets pour bébé sous nos pieds. Mason a dessiné un vaisseau spatial sur son calendrier mural, et elle n'a même pas bronché. Ce soir-là, quand nous sommes partis, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte en tenant le bébé et a fait signe de la main jusqu'à ce que notre voiture disparaisse. Quelques semaines plus tard, la bonne nouvelle est arrivée. Lorraine a reçu une offre d'emploi. Il s'agissait d'un travail administratif à temps partiel dans une clinique pédiatrique locale. Horaires flexibles, avantages sociaux, possibilités d'évolution. Elle m'a appelé dès qu'elle a reçu l'email. J'ai répondu à son rire à moitié à ses pleurs, hors d'haleine comme si elle venait de courir une course. Ils m'ont choisi, a-t-elle dit. Ils m'ont vraiment choisi. Elle n'avait pas travaillé depuis avant le bébé, pas depuis que Case l'avait convaincue qu'elle devait rester à la maison et se concentrer sur le fait d'être une maman. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je pouvais entendre ce que cet emploi signifiait pour elle. Ce n'était pas seulement du travail. C'était la preuve qu'elle pouvait à nouveau se tenir debout toute seule. Nous avons fêté cela ce week-end avec des plats à emporter et des cupcakes. Maman a apporté du vin, papa a apporté un toast bizarrement sérieux, et Mason a fabriqué un panneau félicitations pour le travail avec du papier de construction et du ruban adhésif. Pour la première fois depuis longtemps, nous ne regardions pas en arrière. Ce soir-là, une fois la vaisselle rangée et le bébé enfin endormi, Lorraine s'est assise à côté de moi sur le canapé et a dit « Je n'ai plus peur ». Je l'ai cru. Les choses n'étaient toujours pas parfaites, mais la perfection n'était plus le but. Maintenant, nous voulions juste de bonnes journées, et cette nuit en était une, peut-être l'une des meilleures.